Le gouvernement haïtien vient de faire l'acquisition auprès du Canada d'un certain nombre d'armements pour renforcer les forces de police dans leur lutte contre les gangs armés. Parmi ces armements, on apprend qu'il y a des blindés, des drones, des fusils mitrailleurs, etc. Pour faire le point sur cette question, nous allons prendre l'avis de l'ex-colonel Himmler Rébu. Bonsoir, mon colonel. Qu'est-ce que vous pensez de ces acquisitions d'armes pour renforcer la police? Bon, un renforcement en matière d'armement et d'équipement de la police, c'est une situation normale, je dirais même routinière. J'ai été un petit peu surpris d'entendre la liste de ce qui a été acheté, qu'on ait pu rendre cette liste à public. Et j'ai eu aussi la tristesse de ne pas entendre parler. J'espère que c'est gardé secret comme ça aurait dû l'être, des matériels et équipements essentiels répondant plus à la situation que nous vivons. Parce que faire l'acquisition d'armes de guerre voudrait dire que Haïti va entrer en campagne contre une force et qui ne soit pas composée de citoyennes et de citoyens haïtiens. J'ai pas entendu parler des équipements essentiels propres à la situation que nous vivons. J'ai entendu parler de blindés, les drones, c'est totalement compréhensible. C'était une anomalie que ceci n'a pas déjà été fait. Maintenant, je me pose la question, est-ce qu'on a suffisamment de gens préparés pour leur fonctionnement, leur entretien, leur utilisation sur le plan tactique et opérationnel? Il y a beaucoup de choses importantes qui ne doivent pas être dites, mais comme les autorités ont pris le risque de dire ce qu'ils ont commandé, et je ne suis pas très rassuré par rapport à la fonctionnalité de ces acquisitions-là. Si, justement, ces éléments-là doivent être confiés à la police nationale. Parce que je ne vois pas comment on pourrait placer un M50, un M60 entre les mains de policiers. Donc, je souhaite bien qu'il y ait des choses qu'on nous dit juste pour créer une certaine diversion. Qu'il y a des choses importantes qui ne sont pas dites et qui sont dans le lot qui a été commandé. Très bien, colonel. Bon, deux choses rapidement. Vous avez semblé, là, à l'instant, vouloir éviter d'utiliser le terme guerre. Cependant, non seulement les gangs se multiplient, au début, il n'y avait que Martissan qui était bloqué et toute la péninsule du Sud. Quelques mois après, ça a été Croix-des-Bouquets et la sortie nord. Chaque jour, on apprend l'existence de nouveaux membres et quand on les voit à l'œuvre, on se rend compte que ce sont des gangs qui sont extrêmement bien armés, qu'ils ont un approvisionnement en munitions pratiquement illimité, chose que la police n'a pas. Est-ce qu'il ne s'agit pas vraiment de mener une guerre? Est-ce que ces gens ne sont pas constitués? Évidemment, bon, ça ne forme pas un tout. Et je ne sais pas si je dois dire Dieu merci, de temps en temps, ils se battent entre eux et s'éliminent les uns les autres. Mais le nombre, la quantité, et même, on l'a vu récemment, le soutien de la population qui manifeste pour exiger la libération d'un de ces gangsters que la PNH venait d'arrêter, il y a quand même de quoi s'inquiéter. Bon, là, je crois que tu viens de dresser une liste exhaustive, réelle, des manquements des autorités. Parce que quand on est en situation d'avoir un bandit qui opère dans un tissu social et qu'il puisse arriver à avoir l'appui de la population, cela veut dire que l'État était en situation d'abandon de cette population qui a trouvé refuge et secours au niveau entre les mains des bandits. C'est
c'est une situation qui dit l'ampleur. Tu as parlé tout à l'heure que initialement c'était amortissant, mais le dispositif pour assiéger la ville était mis en place bien longtemps, un petit peu tout de suite après amortissant. On a commencé à avoir les 400 Marozo à occuper les axes allant vers le plateau central et également vers le nord. Cité Soleil, c'est une histoire ancienne. Martissant a bouclé la boucle, comme tu aimes bien dire, assez souvent à tes émissions. Donc, et le fait d'avoir, et ça fait plus d'une année et demie, près de 2 ans que je dis attention, la capitale, c'est une ville assiégée, techniquement assiégée. Maintenant, l'idée n'est pas qu'on aille livrer la guerre à des bandits intégrés à l'intérieur d'une population. On ne pourrait pas en payer et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un à pouvoir en payer le prix du point de vue conséquence en matière de dommages collatéraux parce que ce sont des gens qui se sont incrustés dans un tissu social et les méthodes pour régler ce genre de situation ne sont pas les méthodes de la guerre frontale. C'est plutôt des méthodes de l'intelligence qui puissent permettre aux autorités de verrouiller les espaces occupés par les pseudo-bandits ou les vrais bandits, de les rendre inopérants, c'est-à-dire que les empêcher de sortir et d'opérer dans le tissu social pour faire des dommages au niveau de la société, et ensuite aller résoudre le problème à la source. Parce que tu viens de dire, Serge, que les bandits sont très bien approvisionnés en matériel, en équipement, en armement et en munitions. Où est l'État? Parce que c'est l'État, à travers la structure de sécurité nationale, qui a le devoir d'utiliser les institutions qu'il faut, comme l'immigration, la douane, le premier élément pour le contrôle, le mouvement des personnes, le second pour le mouvement, le contrôle de la circulation des biens, dans le cas qui nous préoccupe, des mots qui nous sont promis. Donc ce contrôle n'est pas fait. Qui peut importer des armes et des munitions sur un territoire en dehors de la connaissance de l'État? Donc il faut aller résoudre le problème à la source. Ça va moindre en matière de perte en vie humaine. Ça va être plus efficace, mais ça demande surtout le courage des pseudo-autorités de mettre la main au collet des bandits à cravate qui alimentent l'activité des bandits en pantoufle ou en sabat. Tout à fait, oui. Bon, ça fait des mois et des mois que nous répétons que un des points fondamentaux par lesquels il faudrait commencer, qui ne résoudrait pas le problème en quelques semaines, mais au moins ce sera un bon commencement, ce serait d'arrêter l'approvisionnement en armes et en munitions de ces différents gangs. Une fois qu'un fusil mitrailleur n'a plus de munitions, il devient un coco macaque. Voilà. En plus. Or, dans le même temps, ces importateurs, entre guillemets, sont connus. On sait par où ils passent. On sait quels sont les gens qu'ils ont corrompus pour fermer les yeux. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un manque de volonté politique de le faire. Mais un autre point que je voudrais aborder avec vous, qui est peut-être encore plus délicat. La conviction semble être acquise que parmi ces gangsters, ces membres des gangs armés, il y a une forte proportion de policiers ou d'anciens policiers. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est évident. Et là, je reprends ce que l'historien Michel Souka avait dit à Wendell Theodore, citant un général africain,
quand la criminalité ne peut pas être résolue par un État, c'est que les criminels se trouvent à l'intérieur de l'État. Oui. Et je suis désolé de le dire, la souffrance qui est imposée à la population haïtienne naît de vrais faux problèmes. De vrais problèmes parce qu'il y a des actes criminels qui atteignent les gens dans leur corps, dans leur âme, dans leur économie. Mais c'est un faux problème parce que il n'y a pas 20 personnes à pouvoir imposer tout ceci à toute la population et les autorités connaissent les criminels. Ouais. Oui, oui. Les autorités connaissent ces gens, mais n'ont pas le courage de les neutraliser parce que dans certaines situations, ce sont les vrais chefs qui accordent, qui donnent le pouvoir. Donc, on va pas demander une aide qui met des cuillères dans la bouche pour manger et pour dire non, on va cracher cuillère dans la main. Donc, on est dans une affaire mafieuse, tout simplement. Et cette situation mafieuse a duré et a coûté la vie au président Jovenel Moïse. Je l'avais personnellement rencontré au Palais national. Je le lui avais dit que pour résoudre le problème, il lui fallait avoir le courage de neutraliser des gens qui sont dans son entourage immédiat. Il n'existe pas 10 personnes capables d'imposer ceci à toute une nation sans transiter, sans être les vrais maîtres de ceux-là qui sont apparemment au pouvoir. Ouais. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Bon, colonel Rébu, pour terminer, si on vous donnait carte blanche, à vous personnellement, vous commenceriez par quoi? Qu'est-ce que vous feriez en priorité? Personne en Haïti prendrait la chance de me donner carte blanche de la situation présente. Personne, aucune autorité. Imaginons quand même, faisons l'effort d'imagination. Aucune autorité en Haïti actuelle ou ceux-là qui aspirent à arriver se serait trouvé dans une situation de frousse absolue à me voir arriver sur la scène. Ce qu'il y a à faire, premièrement, c'est la neutralisation des bandits. C'est une opération par rapport au développement et l'occupation territoriale qu'ils ont exercée qui va demander suffisamment d'hommes, de matériel et d'équipement pour les neutraliser. Les neutraliser, c'est verrouiller les espaces physiques où ils évoluent, les empêcher dans un premier temps de production passive. C'est pas opération quand on peut tirer coup de dame, tirer cartouche, tu les verrouilles. Un, ça va empêcher que la population puisse être victime. Ce dispositif peut être organisé avec les forces que l'on a actuellement. Et ensuite, avoir le courage de monter à l'assaut du problème. J'ai fait l'expérience au cours des élections qui ont été réalisées sous la présidence du président Briver, qui m'avait donné justement carte blanche. Et au niveau de l'organisation politique, et au niveau de l'organisation opérationnelle, et au niveau des relations avec les étrangers qui étaient sur le terrain. Et les élections se sont passées tranquillement. Il n'y a pas une situation, je vois qu'il y a des gens qui réfléchissent en termes de nombre de bandits à tuer. C'est amener l'État à réfléchir et à penser comme un bandit. L'État doit s'isoler de cette manière de penser et d'utiliser les moyens stratégiques pour arriver à empêcher que la population continue de souffrir et aller à la source du problème pour l'éradiquer totalement. M'pari avant 16, ou t'as cherché les principaux bandits qu'on appelle des noms pour faire thé en Haïti ou pas la. Il y a le risque que toute opération et la police a fait assez souvent, on obtient des gens qui tombent, mais c'est du menu fouettin. C'est pas de monde important. Ouais. Depuis tout temps de opération à fait, on a tombé. Combien de chefs gang connaît qui compte tomber? Ouais. Non. Ouais. Parce que vous voyez, on pile si malheureux à sa patte devant, que vous servi comme cher à canon, et ou tirer 2-3, on comprend, nous font bagaille, mais le problème reste pareil. Donc, il faut un verrou pour neutraliser l'action
de ces messieurs dans le tissu social et deuxièmement, aller à la source du problème. Et on va ça disparaître quand c'est un feu de dévoyer de l'ozuli. Un tout dernier point, vraiment tout dernier, parce que le temps nous fait la guerre, là, c'est le cas de le dire. On a vu les autorités de ce pays s'opposer, je dirais, farouchement à l'idée même que des étrangers armés puissent venir sur le territoire national nous prêter main forte. Bon, et ça a été une opération à somme nulle. Les étrangers, au contraire, la présence des étrangers pourrait empirer la situation. Ça pourrait vous donner l'impression de calme, qui pousserait presque tout le monde vers une ambiance électorale, et puis c'est laisse à bandit d'après le grand pouvoir dans le monde normalement. Les étrangers ne s'exposeraient jamais, ne prendraient jamais le risque. Aujourd'hui, quel pays prendrait le risque d'envoyer des soldats aujourd'hui en Haïti? Prenons les Américains. Vous imaginez que les Américains envoient des troupes et puis il y a une ou deux Américains qui mourent? Les États-Unis ne pourraient pas payer le prix politique d'une telle situation. Ouais. Ensuite, s'ils venaient, ils ont fait une opération spadra, ils ont créé un calme artificiel que les gangsters qui sont au pouvoir en Haïti ont la capacité d'organiser ça. Qui doit avoir une perspective pour aller vers des élections vraiment, ou t'as pensé qu'on n'a pas jamais de problème en Haïti, et puis, tu as utilisé ce système pour arriver au pouvoir, et ou t'as retomber dans le même problème après. Maintenant, je ne suis pas totalement sûr que les géniteurs de ce problème ont aujourd'hui le total contrôle des bandits. Moi, je crois que de plus en plus, les bandits ont commencé à devenir autonomes et capables de représenter un danger pour propre monde qui t'a alimenté en armes et en munitions. Il serait été une très mauvaise opération de faire intervenir des étrangers. Ils tapent tout simplement un calme artificiel, vous comprenez bon, et puis c'est dans tout pire. Je ne parle pas, je ne prends pas la question sous l'angle du patriotisme, du nationalisme, de monde qui parle étranger, je ne le prends pas sous cet angle-là. D'accord. Je le prends sur l'angle pratique, tout simplement. C'est ça, très bien. Bon, eh bien, comme d'habitude, colonel Rébu, merci beaucoup. Merci de nous avoir contacté un peu de votre temps et d'avoir éclairé notre lanterne sur l'évolution de ce dossier. On a entendu vos recommandations. J'espère que d'autres oreilles les entendront également et peut-être s'en inspireront. Merci. C'est toujours un plaisir, Serge, et nous saluons tous ceux-là qui nous regardent et nous écoutent. Merci beaucoup, colonel Rébu. Bonne fin de journée. À bientôt. Merci à toi aussi, au plaisir.